Bonjour et bienvenue à cette capsule du cours 2. Alors, cette première capsule va couvrir les formes juridiques. J'ai décidé de couvrir cette partie sous forme de capsule parce que c'est peut-être la partie qui inclut la plus grande portion de théorie, OK? Alors qu'on va couvrir pendant ce cours sur la séance 2, le thème 2. Alors, dans le thème 2, on va couvrir les formes juridiques d'entreprise et d'organisation sociale. On va également couvrir le développement de la stratégie de l'entreprise, puis également, on va couvrir les études de cas, c'est-à-dire la méthodologie qui est sous-jacente à l'étude ou l'analyse des études de cas. Alors, dans cette capsule, plus spécifiquement, on va reconnaître les formes juridiques principales. Alors, il y a certaines qu'on va couvrir, par exemple la franchise. On ne va pas le couvrir ici. Ce n'est pas une forme qui va nous intéresser particulièrement. Mais si jamais à la sortie de cette capsule ou du cours, à l'issue du cours, il y a certaines formes qui vous intéressent particulièrement et qu'on n'a pas couvert, ça me fera plaisir qu'on en discute ensemble. Et le deuxième objectif, c'est comprendre les formes organisationnelles selon les objectifs socio-économiques. Alors, c'est pour ça qu'on couvre les formes juridiques et la stratégie ensemble, parce qu'on forme une entreprise avec une mission en particulier. OK? Alors, la forme de l'entreprise et son modèle d'affaires et sa vision, c'est vraiment trois composantes qui doivent s'aligner pour compléter ou essayer d'atteindre sa mission sociale. Alors, selon la mission de l'organisation, alors les bénéficiaires qu'elle vise ou le regroupement de ses membres, la forme organisationnelle va prendre une structure particulière. Son modèle d'affaires va être structuré avec différentes composantes. Et sa vision va être également vraiment une vision adaptée à la mission sociale. Alors, c'est important de regarder l'alignement de ces composantes-là ensemble. Alors, premièrement, les formes juridiques. Alors, ça, c'est vraiment un petit peu plus théorique. Alors, il y a un continuum de rendement financier qu'on regarde quand on regarde les formes juridiques. Je vous avais recommandé une lecture, justement, qui vous expliquait un peu le continuum du rendement financier. Alors, c'est sûr que nous, on s'intéresse beaucoup aux formes à rendement mixte. Alors, même si on n'est pas nécessairement les organisations sociales ne visent pas le rendement économique, un rendement mixte est habituellement visé parce qu'ils doivent quand même rentabiliser les opérations pour pouvoir atteindre leurs objectifs. OK? Alors, rentabiliser, on ne veut pas dire faire nécessairement un profit pour des actionnaires, mais rentabiliser pour pouvoir retourner les bénéfices et dans les programmes ou pour investir dans les opérations ou investir dans de l'équipement, etc. Alors, le continuum de rendement financier, c'est vraiment, ça va de l'entreprise qui est purement commerciale à un organisme caritatif opérationnel. Et on va surtout nous intéresser à ce qui est dans le milieu. Alors, une entreprise socialement responsable, une entreprise à vocation sociale, une coopérative, un organisme sans but lucratif. Alors, ce qui est important pour nous de regarder avant même de regarder la forme que va prendre notre organisation, c'est l'équilibre des finalités. Alors, il y a une finalité qui est sociale, OK, alors ça, c'est certain. Puis, il y a une finalité qui est économique. Alors, dans tous les cas, les deux finalités sont présentes. Alors, mais est-ce que la priorité va aller au
considérations financières ou la priorité va aller aux considérations sociales. Et c'est vraiment là que la distinction se fait. Pour une organisation sociale, habituellement, la priorité va aller aux considérations sociales. Et c'est sûr qu'en soutien aux considérations sociales, on a des considérations financières. Versus une organisation responsable, ça va être plutôt la priorité aux considérations financières et on a des considérations sociales vraiment qu'on considère collatéralement. Alors, je vais passer en revue quelques modèles d'entreprise. Alors, quelques formes juridiques. Alors, l'entreprise individuelle, c'est une entreprise typique commerciale avec seulement un propriétaire. Alors, le propriétaire est en charge de ses opérations. Ce n'est pas une entreprise sociale nécessairement, OK? C'est important de comprendre quand même les formes juridiques de base parce que vraiment, si vous éventuellement gérer une entreprise, une organisation sociale, vous allez faire partie quand même d'un écosystème avec différentes formes d'entreprise. Alors, c'est sûr que les avantages d'une entreprise individuelle, c'est que les coûts de démarrage sont faibles, il y a peu de formalités, le fonctionnement est simple. Il y a certains inconvénients pour l'entreprise individuelle parce que la responsabilité personnelle est illimitée et le taux d'imposition est plus élevé que celui d'une compagnie à action, par exemple. Et les finalités économiques priment sur les finalités sociales, habituellement. OK? Par contre, de nos jours, je connais des entreprises qui sont, par exemple, dans des incubateurs qui ont des finalités sociales très, très proches de leur finalité économique et qui sont dans cette forme juridique. Okay? Mais parce qu'ils sont, par exemple, dans des incubateurs, la finalité économique va tout de même primer sur la finalité sociale. La société en nom collectif, c'est l'entreprise que vous connaissez parfois comme une entreprise en partenariat. Encore ici, c'est une entreprise à peu de frais, OK, alors pour le démarrage, sauf pour le contrat de société au départ, il y a peu de formalités. C'est un fonctionnement simple et ce qui est vraiment avantageux, c'est que la mise en commun des ressources, ça veut dire l'argent, les connaissances, l'expertise, etc. Sauf que, excusez-moi, il y a un taux d'imposition plus élevé qu'une compagnie par action. Puis, il y a aussi la responsabilité personnelle illimitée et solidaire. Ça veut dire que chacun des partenaires ou associés est responsable à 100% de, par exemple, des dettes qui sont prises par les autres membres du partenariat, okay, de l'association. Alors, c'est vraiment une responsabilité plus importante, OK? Parce qu'on est aussi responsable de ce que nos partenaires font. Une société par action, c'est vraiment la responsabilité personnelle des actionnaires est limitée à leur mise de fonds parce que c'est la société qui devient une personne morale. Alors, le taux d'imposition est plus avantageux que celui des particuliers. Mais il y a des frais d'incorporation et la rédaction d'une convention d'actionnaire. Alors, il y a beaucoup plus de formalités. Et ici, définitivement, la finalité économique prime sur les finalités sociales. Ça ici, c'est vraiment, la ligne est beaucoup plus tracée entre les finalités économiques et les finalités sociales que dans les deux autres formes que je vous ai mentionnées avant. Alors, c'est beaucoup plus complexe. Puis, faut vraiment, c'est vraiment la responsabilité des gestionnaires de maximiser la valeur économique des actionnaires. Alors, là, on arrive à l'entreprise collective. C'est vraiment la forme d'entreprise qui nous intéresse le plus ici. Alors, l'entreprise collective, c'est vraiment l'entreprise d'économie sociale.
OK. Alors, ça peut être une coopérative, une mutuelle, un organisme à but non lucratif. Ça vend des produits ou des services. OK. Alors, ça développe des activités économiques qui lui permettent d'atteindre des objectifs sociaux et améliorer la qualité de vie de son milieu. Alors, une entreprise collective, c'est vraiment très, très large pour couvrir des entreprises qui n'ont pas, qui ont des objectifs sociaux, une finalité sociale plutôt qu'économique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des activités économiques pour pouvoir mener à bien leurs objectifs sociaux. Et ils ont un important apport au développement régional de leur communauté. Alors, 3 caractéristiques de l'entreprise sociale. Alors, parce qu'il y a beaucoup de variétés de formes d'organisation sociale. On ne peut pas dire qu'il y a seulement quelques formes. Ça vient dans plusieurs formes. OK? Alors, mais il y a quand même 3 caractéristiques qui en ressortent. La multiplicité des buts. Alors, une entreprise sociale a souvent plusieurs buts. La multiplicité des ressources et la multiplicité des parties prenantes. Alors ça arrive souvent, vous allez voir, quand vous discutez avec des gestionnaires d'organisations sociales, ça peut être, moi, par exemple, j'ai une organisation pour justement générer de l'argent pour la communauté, mais aussi qui crée de l'emploi. OK, alors, et c'est la difficulté peut venir du fait qu'on ne sait pas quel objectif vient avant ou après. Puis, c'est un cycle, hein, c'est une loupe. Alors, on ne peut pas voir quel objectif est plus important que l'autre et il n'y a pas nécessairement besoin de décider nécessairement quel objectif est plus important un que l'autre. Comme dans une entreprise économique, souvent, on doit viser un objectif plus important, on doit les prioriser. Ici, c'est parfois plus difficile. Multiplicité des ressources. Alors ici, on doit, étant donné que les ressources sont difficiles à trouver et des fois sont très limitées, on compte sur beaucoup de ressources pour arriver à nos fins. Alors, parfois, pour arriver à nos fins, on doit avoir des ventes, des services, des dons, des prêts. Alors, la multiplicité des services et des ressources est très importante et la multiplicité des parties prenantes également. Alors, certaines caractéristiques de l'entreprise de l'économie sociale. Alors, le but, c'est sûr que c'est servir les membres de la collectivité. Ça ne vise pas les profits ou le rendement financier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un bénéfice. L'autonomie de la gestion par rapport à l'État. Ça veut dire que ce n'est pas une entreprise gouvernementale. Elle doit avoir une certaine autonomie par rapport à l'État, même si l'État peut subventionner une partie des opérations. Le processus de décision est démocratique. Okay? Alors, étant donné qu'il y a un grand nombre de parties prenantes dans l'organisation, le processus de décision doit prendre en considération quand même un grand nombre de parties prenantes de l'organisation. Les personnes et le travail priment sur le capital. Alors, étant donné que c'est une entreprise d'économie sociale, c'est vraiment ancré dans la société. Les personnes sont plus importantes que le rendement financier. Et c'est fondé sur les principes de participation et de prise en charge. Alors, c'est vraiment, surtout pour les associations ou les coopératives, c'est vraiment la participation des membres qui est importante dans la gestion de l'organisation. Alors, une organisation à but non lucratif, ça appartient finalement à la communauté. Ça repose souvent sur du bénévolat. Alors, parfois en partie, parfois presque à 100%.
Alors, et les bénéfices sont réinvestis dans l'entreprise. Alors, ça fait parfois un fonctionnement un peu complexe. Les principes d'une coopérative. Alors, la coopérative, c'est dans le fond une organisation où les membres, c'est par cotisation. Alors, c'est une organisation créée par des membres où l'adhésion est volontaire et ouverte à tous. Alors, c'est très démocratique comme organisation. La participation économique des membres fait le financement de l'organisation. Et il y a une autonomie et dépendance de gouvernance. Et c'est vraiment basé sur l'éducation, la formation et l'information. Et il y a souvent une coopération entre les coopératives. C'est une philosophie. Alors, des fois, on a même des coopératives de coopératives. Vous allez le voir, on va voir un petit un cas un peu plus tard pendant le cours où on va voir une coopérative de coopératives. Et c'est vraiment une philosophie d'engagement vers la communauté. Alors, les catégories de coopératives qui existent, il y a les coopératives de consommateurs, les coopératives de producteurs, coopératives de travail, coopératives de travailleurs actionnaires, coopératives de solidarité. Alors, une coopérative de consommateurs, c'est vraiment une coopérative qui fournit des biens et services à ses membres. Ça veut dire que des consommateurs potentiels se mettent ensemble pour des biens ou des services qu'ils voudraient s'offrir. Okay? Par exemple, ils tiennent une épicerie communautaire ou par exemple une coopérative d'habitation. OK, alors c'est par exemple, je vous ai donné comme exemple ici une coopérative d'habitation à Ottawa qui a pour mission de fournir des habitations abordables. OK, alors ça c'est un exemple de coopérative de consommateurs. Les coopératives de producteurs, c'est vraiment des coopératives où les producteurs se mettent ensemble pour assurer la survie, parfois, ou la protection, la surveillance de leur industrie. Alors, parfois, c'est, par exemple, des producteurs laitiers se regroupent pour mettre sur pied une usine de transformation. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir faciliter l'achat de grosses machineries ou faciliter la surveillance, le contrôle, parce qu'il y a quand même des frais associés à ça. Alors, ça, je vous ai mis ici l'exemple de AgroPure, qui est une coopérative de producteurs laitiers, alors qui effectue une vigie, un contrôle. Et la coopérative de travail, ça permet aux travailleurs d'une entreprise d'agir également à titre de gestionnaire. Ça veut dire qu'ils deviennent propriétaires d'une entreprise. OK? Alors, les travailleurs deviennent gestionnaires de leur entreprise. Alors, si vous vous intéressez justement aux entreprises plus démocratiques ou à l'autogestion, mais ça, c'est vraiment un mode de coopérative qui va dans ce sens. Alors, n'importe quelle entreprise peut devenir une coopérative de travail si les travailleurs sont prêts à financer l'achat de parts. OK? Alors, ça, c'est vraiment un préalable. Et la coopérative de travailleurs actionnaires, ça ici, c'est pour les entreprises qui sont cotées en bourse, par contre. Okay? Alors, c'est une coopérative de travailleurs. Alors, la coopérative est une organisation. Alors, et cette coopérative-là, qui s'appelle un CTA, va acheter des parts de l'entreprise, des actions de l'entreprise pour que les travailleurs aient une voix à l'Assemblée d'actionnaires. Alors, une coopérative de travailleurs, dans le fond, travailleurs actionnaires, par exemple, c'est créé par les employés d'une société par action, plus spécifiquement. Alors, les employés deviennent membres et ils investissent leur paye, reçoivent des parts privilégiées de la CTA, coopérative de travailleurs actionnaires, et le CTA achète un bloc d'actions. Okay? Alors, c'est la CTA qui achète le bloc d'actions et non pas les travailleurs.
et deviennent actionnaires de la société. Alors, la CTA qui est actionnaire et non les employés. Alors, il faut vraiment faire la distinction. Ça peut être vraiment des solutions pour les entreprises qui veulent regarder le long terme. Ça permet de capitaliser l'entreprise, permet d'avoir une gestion plus participative. Ça permet d'avoir des membres du CTA au conseil d'administration. Alors, c'est vraiment, il y a plusieurs avantages pour que les employés aient plus de voix au sein d'entreprises cotées en bourse. Et la coopérative de solidarité, c'est un modèle qui regroupe, dans le fond, plusieurs types d'intervenants. Alors, les travailleurs, les consommateurs, les producteurs. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là. Alors, ça représente un modèle de mobilisation communautaire. Okay? Alors, c'est solidaire. Alors, plusieurs entreprises, plusieurs coopératives de santé ont permis des communautés sans clinique médicale d'offrir des services de soins de santé de proximité, par exemple. Je vais vous donner un exemple ici. La ville de Gatineau a annoncé l'octroi d'une subvention de 940 000 à la coopérative de solidarité des artistes du Ruisseau pour la construction d'un centre dans le centre-ville d'un immeuble de 4 étages qui comprendra 49 logements abordables. Là, c'est des gens qui se mettent ensemble pour pouvoir offrir des services ou des biens à la communauté. Okay? Alors, ça, c'est vraiment des gens de la communauté qui se mettent ensemble. Alors, il y a aussi des formes hybrides de coopératives. Alors ça sera une discussion intéressante à avoir ensemble pendant le cours. Alors, dans les formes hybrides, et ça, c'est une lecture que vous allez faire pour le cours, on voit une hybridation des droits de vote, une hybridation du statut de membre. Par exemple, le droit de vote, par exemple, dans certaines formes de coopératives, le droit de vote est transformé par la valeur monétaire du membre plutôt qu'un vote par membre. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est bien ou pas bien? Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter pendant notre session de discussion pendant le cours. Libération du statut de membre. Alors, justement, est-ce que les membres financiers devraient être accueillis au sein des coopératives ou pas? Est-ce qu'on devrait accueillir du financement, d'autres formes de financement que la cotisation, par exemple, des investisseurs privés qui peuvent amener éventuellement à la privatisation de nos coopératives? Est-ce que, dans le fond, l'ouverture aux membres privés pour du financement, c'est quelque chose d'adéquat ou non, dans quelles circonstances? Okay, alors ça, c'est des formes d'hybridation qu'on voit. C'est que les coopératives doivent se financer et certains investisseurs arrivent et peuvent donner des sommes plus importantes. Et là, la dépendance à ces ressources financières-là fait que tranquillement, avec les années, on peut voir la privatisation de la coopérative se faire. Également, c'est certain que parfois, dans des grosses coopératives, on voit que certains membres participent moins. Il y a une participation très faible des membres. Alors, c'est plus facile à ce moment-là d'avoir des investisseurs qui arrivent et de voir la privatisation se faire au cours du temps. Oui, alors, il y a aussi des transactions qui se font avec des non-membres. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est pas acceptable? Dans quelle forme et dans quel type de coopérative? Encore là, est-ce que c'est acceptable? On pourra en discuter en classe lors de notre cours. Mais ça, c'est des formes hybrides que l'on voit.
Alors ça, c'est certains problèmes vécus par la forme coopérative. Il y a un faible taux de participation des membres. Alors, c'est ça qui fait que des fois, il y a des membres ou de l'hybridation du statut de membre, parce que si les membres ne participent pas ou participent moins à la gouvernance, ben, ça donne plus d'opportunités à des non-membres d'y accéder ou à certains membres de prendre plus de pouvoir ou des positions de pouvoir. Il y a aussi un déclin de l'importance du membre comme client important. Alors, c'est sûr que si on fait des transactions avec des non-membres, puis les non-membres deviennent des clients importants, peut-être qu'avec le temps, on voit le déclin de l'importance du client du membre comme client important. Si avec le faible taux de participation des membres, ça fait une carence en gouvernance parce que c'est les membres habituellement qui sont en charge de la gouvernance de la coop. La gouvernance, ça veut dire vraiment le comité de direction dans un cas comme celui-là. Alors aussi, on voit la dérive de la mission et des procédés. Si avec le temps, il y a moins de participation des membres, il y a un déclin de l'importance du membre comme client, mais c'est certain qu'éventuellement la mission va être diluée. Alors, il y a la forme de coopérative sociale. Alors, le modèle de gouvernance à partie prenante multiple. OK, alors, c'est une structure multi-organisationnelle. Et alors, ça, c'est le modèle qui vous a été suggéré dans la lecture. Alors, pour arriver à avoir un modèle un peu hybride, c'est un modèle qui est suggéré qui ouvre à avoir, en effet, plusieurs parties prenantes, mais plutôt que d'avoir des formes d'investissement privées à l'intérieur de la coopérative, ben, c'est le développement, par exemple, d'une filiale commerciale par la coopérative elle-même. Puis, la coopérative, elle agit comme un holding, alors comme une entreprise qui va être propriétaire de la filiale commerciale. Alors, comme ça, il y a comme une frontière entre les investisseurs privés, les activités commerciales qui vont venir subvenir aux besoins de la coopérative. Alors, ça ne va pas être à même la coopérative. Voici quelques questions pour vous. Alors, pour notre discussion qu'on aura en classe, que pensez-vous de l'hybridation des coopératives? Alors, je vous invite à y réfléchir, à prendre des notes pour notre cours. Est-ce que les organisations sociales et les coopératives sociales sont à l'abri de l'isomorphisme? Alors, je vous suggère de relire le papier et de prendre quelques minutes pour réfléchir à cette question et on y revient en classe ensemble. Voici un tableau qui vous fait le sommaire des organisations que nous avons vues ensemble aujourd'hui. Ce tableau est également disponible dans les ressources que je vous ai données, les documents que je vous ai donnés sur la plateforme Brightspace. Alors, dans cette partie 2, ce ne sera pas très long, on regarde ensemble une PME à ambition sociale. Alors, je vais vous poser des questions, justement, est-ce que c'est possible d'avoir une PME, une entreprise privée à ambition sociale? Alors, je vous ai demandé de lire les formes hybrides d'organisation sociale. Alors, les objectifs principaux sociaux, c'est utiliser, mais ils utilisent des moyens commerciaux. OK? Alors, ces organisations-là utilisent des solutions novatrices pour résoudre des problèmes sociaux, mais ils n'ont pas une forme juridique sociale. Alors, il faut vraiment distinguer. Ils n'ont pas une forme juridique nécessairement sociale. Ils peuvent avoir
des moyens commerciaux, mais leur objectif principal est social. N'est pas nécessairement politique ou démocratique comme organisation et allie l'occasion d'affaires à des missions sociales. La critique de ça, c'est est-ce que la logique de marché peut éloigner la mission sociale? Alors ça va être la question qu'on va se poser. Okay, alors c'est pour ça que je vous ai proposé ce petit exercice qu'on va faire pour regarder les enjeux. Alors ça, c'est les 3 dimensions de l'organisation hybride. Alors bien sûr, on a les intérêts collectifs et sociaux. Alors c'est sûr que leur mission, c'est l'intérêt collectif et social. Puis le social, c'est leur bassin de ressources. C'est aussi les usagers, les clients, les bénéficiaires et c'est l'impact et la transformation qu'ils visent également. Et le politique, c'est les organisations gouvernementales, paragouvernementales et la transformation qu'ils veulent faire et éventuellement au niveau macro. Et, mais ils ont une orientation vers le marché quand même. Pourquoi? Parce que la compréhension de l'environnement, ça améliore l'axe d'innovation, ça améliore selon ces organisations leur capacité dynamique nécessaire à la survie et l'acquisition des ressources essentielles pour la petite organisation. Alors, l'organisation durable versus l'organisation d'entrepreneuriat durable versus l'organisation d'entrepreneuriat social. Je vous en ai parlé en début de capsule, mais pour vraiment les distinguer, une organisation d'entrepreneuriat social priorise les objectifs sociaux aux objectifs commerciaux. Leurs finalités sociaux et finalités commerciales. Alors, finalité sociale vient avant et finalité commerciale vient après. Puis, une organisation d'entrepreneuriat durable aspire à être des commerces durables. Ça veut dire qu'ils sont commerciaux avant tout, mais de manière durable. Alors ici, on veut savoir, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une organisation d'entrepreneuriat social avec une forme juridique qui n'est pas une forme d'organisation sociale? Je vous ai donné un exemple ici. Il y en a plein d'exemples. ASP Énergie verte. OK, alors ASP Énergie verte manufacturait des lampadaires solaires avec des prises de recharge pour cellulaire. Okay, alors, pour, par exemple, des endroits où ils ont peu d'électricité. Alors, lors de visite en Afrique, l'entrepreneur a réalisé le problème de recharge cellulaire. OK? Il a vu que, oui, là-bas, ils ont vraiment besoin de recharge cellulaire parce que en 2019, en Afrique, 98% des gens avaient au moins un cellulaire, sinon il y en avait 3 ou 4. Puis, mais sauf qu'en même temps, la plupart des gens, il n'y avait pas d'électricité à la maison dans les régions rurales. Alors, c'est là qu'il a réalisé que le manque d'électricité à la maison causait des problèmes de santé graves, d'éducation, parce que certains enfants qui s'éclairaient au kérosène pour faire leurs devoirs le soir, il y en a des enfants qui buvaient le kérosène par accident, il y en a quelques-uns, probablement pas la majorité, mais qui en mouraient. Il y avait aussi des problèmes pour s'alimenter parce que cuisiner au kérosène, ça sent fort. Faire la cuisine, je veux dire, au kérosène. Alors, il y avait plusieurs problèmes qui venaient du manque d'électricité. Alors, lui arrivait là avec son lampadaire pour le parc ou pour jouer avec ses branchements pour cellulaire, qui était un problème. Mais le problème sous-jacent, c'est que à la maison, ils n'ont même pas d'électricité. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils n'auront jamais d'électricité dans ces maisons, dans les régions rurales, parce que le coût approximatif pour rendre l'électricité dans ces régions-là, c'est 1 million de kilomètres. Et ça n'allait pas se faire. Après des discussions avec les gouvernements, c'était impossible que l'électricité allait se rendre là un jour.
Alors, ils ont développé un puits, comme un puits d'eau, mais un puits d'électricité au centre du village où les villageois peuvent aller recharger leur batterie à énergie solaire. Mais ils ont fait ça avec du financement privé. Alors, maintenant, ASP Énergie Verte travaille avec l'ONU pour fournir de l'électricité à des camps de réfugiés n'ayant pas eu accès à l'électricité pendant même des décennies. Alors, excusez-moi. Je vais vous envoyer le lien à la vidéo de ASP Énergie Verte. Alors, on voit que les avantages, c'est qu'il crée de l'emploi au Canada et en Afrique. Il permet à des milliers de personnes d'avoir accès à l'électricité. Ça veut dire l'éducation, santé, qualité de vie, cuisine. Et le financement privé, ça fait la rapidité du développement. Les désavantages, la part du privé peut dérouter la mission sociale. Et c'est sûr que tous les bénéfices ne sont pas réinvestis en recherche et développement. L'entrepreneur doit chercher constamment à être innovateur pour les matériaux utilisés pour s'assurer que le prix de la batterie et de ces matériaux rendent le produit accessible au plus grand nombre d'habitants africains qui en ont besoin. Alors, ça fait des enjeux de rentabilité pour les investisseurs. Alors, c'est sûr que pour une entreprise privée, ce n'est pas le meilleur modèle d'affaires. Il pourrait maximiser la profitabilité, mais il ne le fait pas au risque de ne pas pouvoir aider la majorité des personnes qui en ont besoin. Et c'est sûr qu'il y a un brevet sur le produit, mais ça n'a pas empêché qu'une autre entreprise au Nigeria développe un produit très similaire. Alors, pour notre discussion en cours, que pensez-vous de cette forme privée d'entreprise à mission sociale? Alors, ça, c'est l'entrepreneuriat, l'organisation d'entrepreneuriat social. Est-ce que les avantages emportent sur les inconvénients ou au contraire, le risque d'implication du privé est trop grand? Et comment définir s'il s'agit d'une organisation d'entrepreneuriat durable ou social? Alors, à bientôt.